C'est comme quand on nous parle de l'Office français de la biodiversité. On n'a pas besoin de cette police environnementale à nos trousses. On fait de l'écologie appliquée. C'est notre quotidien. On connaît la nature mieux qu'eux. L'agriculture, c'est du concret, l'agriculture, c'est de la vie, c'est du vivant. Ce sont des agriculteurs qui travaillent en observant. Eux n'ont pas ce sens de l'observation. Ils prennent des formulaires, des arrêtés, et puis après, ils vont en campagne. Mais il n'y a que dans les livres qu'on voit ça. Bonjour Véronique Le Floch, vous êtes présidente de la coordination rurale, c'est un des 3 principaux syndicats agricoles, si je ne m'abuse. Vous êtes à la tête d'une exploitation agricole également avec votre mari dans le Finistère, 180 hectares, 100 bovins, des vaches laitières et puis une vingtaine de vaches limousines. Voilà, on vous reçoit au moment où la mobilisation rurale reprend, où l'accord sur le Mercosur semble en bonne voie de s'imposer à la France et au moment où la France vit un changement de gouvernement encore et où les agriculteurs à nouveau aussi s'apprêtent à renouveler leurs représentants dans les chambres d'agriculture. Alors, vous êtes l'âme de la France, vous les agriculteurs, vous faites aussi son économie, son identité, vous représentez les 2/3, vous occupez les 2/3 du territoire français ou les 3/4, vous représentez des milliers de villages. On est très heureux de vous recevoir, Véronique Le Floch. Et première question, je voulais vous demander quel était l'impact de la censure du gouvernement Barnier sur les agriculteurs. Alors, certains ont été déposés du fumier devant les permanences du Rassemblement national pour protester contre le vote de cette censure. Alors, d'après vous, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que c'est le RN qui est coupable ou pas? Eh bien, écoutez, déjà, à la coordination rurale, on ne fait pas de politique, quelle que soit la position qu'on aurait pu avoir, nous autres syndicats agricoles. C'est pas ça qui aurait changé le vote des députés. Cette censure, elle apporte quoi pour les agriculteurs ou elle nous prive de quoi? Ben, pas grand-chose, parce que finalement, le budget de l'agriculture, il était en baisse aussi de 14%. On a quelques avancées qui, pour la ministre, étaient importantes. Par exemple, les retraites, basées sur les 25 meilleures années, mais c'est qu'en 2026. On a certes les avantages fiscaux liés aux mutations de nos exploitations. Là-dessus, on compte bien l'obtenir parce que c'est quand même pas normal que des exploitations soient obligées d'être vendues pour pouvoir payer des droits de mutation. Donc nous, on tient à défendre la préservation de nos fermes familiales, qu'elles puissent perdurer entre les mains des générations à venir. Donc j'ai envie de dire que cette censure, eh bien, on s'en remettra. On s'en remettra beaucoup plus que le Mercosur, même si on pourra en parler plus tard. Mais dans tous les cas, quel que soit ce qui avait été promis aux agriculteurs, si je prends la loi d'orientation agricole, ça fait 2 ans déjà qu'on l'attend. Elle n'a toujours pas abouti. Et de toute manière, cette loi, si elle devait permettre à des jeunes de s'installer dans de meilleures conditions, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce qu'elle n'apporte rien sur le revenu, elle n'apporte rien à nos jeunes. Donc finalement, tout est à reprendre et je pense qu'on a l'obligation d'aller vite une fois qu'on aura un nouveau gouvernement. Mais dans tous les cas, on doit faire avec. La censure, elle est passée par là. Elle est le reflet d'un ras-le-bol, mais qui n'est pas que agricole. Oui, vous étiez au diapason avec le reste du pays, en somme. Tout à fait. Alors, vous réclamez un ministre de dialogue et d'action. Qui est-ce que ça pourrait être? Est-ce que vous avez des noms à proposer à François Bayrou? Eh bien, écoutez, je pense qu'il pourrait prendre n'importe lequel de mes 3 présidents de chambre d'agriculture coordination rurale. Ce sont des personnes sincères, claires, du terrain, droit dans leurs bottes et les bottes dans la merde. On sait de quoi on parle, on sait ce qu'on veut et on sait ce qu'on veut pas. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est 400 000 exploitations.
On ne veut pas ce système qui, s'il perdure, nous emmènera droit dans le mur. On a déjà perdu 100 000 fermes en 10 ans, 1 million de vaches laitières et de bovins viande. Si on continue, dans moins de 10 ans, il ne reste plus que 100 000 exploitations, 150 000. Mais on perd avec tout le tissu rural, on perd tout de l'agroalimentaire, on perd beaucoup plus qu'on a à gagner. Alors vous êtes sévère pour votre ministre, Annie Genevard, la ministre actuelle. Vous dites la coordination rurale, c'est pas vous-même, mais c'est votre syndicat qui dit ça. Madame Genevard a essentiellement consacré ses 90 jours à servir d'agence de com à la FNSEA, donc le grand syndicat agricole concurrent de la coordination rurale. Elle ne peut construire une sortie de crise en tournant le dos à la grande majorité du monde agricole. Alors, qu'est-ce que vous attendez de Bayrou et de votre futur ministre, ou à moins qu'elle ne soit reconduite, Annie Genevard? Alors déjà, à Annie Genevard, la seule chose que j'ai à lui reprocher, c'est justement cette proximité et de n'entendre que le syndicat dit majoritaire. Je pense que j'ai suffisamment été claire avec elle, été constructive, critique par rapport à ses propositions. Pour autant, elle les maintenait. Donc je pense que c'est une validation de la cogestion comme ses prédécesseurs. Et c'est ça qui ne va pas. Donc on espère de François Bayrou la nomination d'un ministre, à moins que ça soit elle qui soit reconduite, mais vraiment qui présente un changement dans sa façon de fonctionner. On ne peut pas être à l'écoute que d'un seul syndicat qui, finalement, d'un point de vue de la profession agricole, ne pèse pas autant qu'il ne le prétend. Et alors justement, il va y avoir des élections à la Chambre, dans les chambres d'agriculture. La clôture des listes électorales, c'était le 15 décembre, donc ça vient de se passer. Le vote aura lieu en janvier, donc juste après Noël. Clôture le 31 janvier, clôture des votes. Et résultat des courses, le 6, enfin entre le 6 et le 8 février. Donc on est évidemment à un moment charnière. Alors, quel est le poids actuel de la coordination rurale? Qu'est-ce que vous espérez de ce scrutin? Est-ce que vous pensez que vous aurez progressé beaucoup? Qu'est-ce qui vous donne matière à espérer? Alors la coordination rurale aujourd'hui, c'est un peu plus de 21-22%. Un objectif, une progression. Alors par rapport la FNSEA, c'est combien par rapport au 20%? La FNSEA, mais qui est alliée avec les JA, donc c'est quand même le cumul de deux syndicats, c'est plus de 50%. Les JA, c'est les jeunes agriculteurs. Les jeunes agriculteurs avec la FNSEA, donc plus de 50%. Notre objectif, c'est de les faire descendre en dessous des 50%. Non seulement au niveau national, mais aussi dans beaucoup de départements où on espère une progression qui pourrait faire que l'on prenne la tête de quelques chambres d'agriculture. D'accord, donc c'est l'objectif. Mais aujourd'hui, vous êtes à 20, vous visez quoi? 30, 40? Qu'est-ce qui vous paraît raisonnable? Je suis une ancienne cycliste et puis je n'ai jamais annoncé que j'allais gagner tant que je n'avais pas fini la course. On ne sait pas ce qui peut se passer avant le final. Mais on peut avoir des ambitions. Donc oui, on a des ambitions qui sont maximales dans l'intérêt de tous. On espère que les agriculteurs répondront favorablement à ce référendum entre justement ce choix d'agriculture industrialisée, d'agriculture financiarisée, d'agriculture soumise ou sous dépendance économique de l'agrobusiness, ou un modèle comme le nôtre familial et qui vit d'indépendance et de liberté. Contrairement même au troisième syndicat qui lui, voudrait placer des agriculteurs dans des fermes qui ne sont pas les leurs, mais dans lesquelles les agriculteurs, de toute manière, seront esclaves. Donc nous, c'est tout sauf ça. On doit être libre, indépendant et agir en chef d'entreprise et donc gagner notre vie par notre métier. Alors justement, vous ne ménagez pas la FNSEA, puisque vous écrivez, alors toujours votre syndicat, pas vous-même, mais c'est pareil, l'entreprise industrielle Azevedo du Brésil, propriété du groupe Avril, dirigé par Arnaud Rousseau, qui est le président de la FNSEA. Il est le principal producteur d'huile industrielle au Brésil. Alors les agriculteurs et les agricultrices qui faisaient confiance à la FNSEA ont droit à la vérité factuelle. Voilà ce que vous écrivez.
Alors justement, ils sont... Donc la campagne bat son plein. Tout à fait. Alors ils sont comme Emmanuel Macron, c'est le en même temps. On fait croire qu'on est contre le Mercosur, mais en même temps, on y est favorable parce que un grand groupe comme Avril a fait l'acquisition d'Azevedol, mais aussi Tereos, qui est quand même un grand groupe coopératif dans lequel on retrouve beaucoup de dirigeants FNSEA. Eh bien, le groupe Tereos est implanté en Amérique du Sud avec cette usine. Donc, faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. On a vu aussi à Rouen l'importation de colza OGM affrété par un bateau chypriote venant du Canada. On a pu voir au port de Bordeaux des céréales ukrainiennes, donc importées par le groupe Avril. Donc tout ça, il faut que tout le monde soit conscient que on nous fait croire en la défense des agriculteurs, alors qu'on défend surtout les intérêts de l'agrobusiness. C'est le procès que vous faites à la FNSEA qui s'en défend, évidemment. Eh ben, tout à fait. Je pense que sur le terrain, beaucoup d'agriculteurs qui sont dans le syndicat sont de bonne foi. Malgré tout, il ne faut pas qu'ils se trompent, parce que c'est quand même le national qui dicte la politique qui va ensuite être appliquée sur nos territoires. Donc, il ne faut pas croire que ce sont les élus chambres qui vont l'emporter sur toutes les décisions politiques qui pourront être prises bien au-delà. Donc, on doit dire la vérité et à chacun de faire son choix en toute bonne connaissance de cause. Voilà, alors on y reviendra. En attendant, la mondialisation continue à galoper. Et j'ai vu qu'un agriculteur de la coordination rurale avait trouvé du canard qui venait d'on ne sait où. Il était lui-même producteur de canard. Certains produits n'étaient même pas étiquetés, donc on ne savait pas d'où ils venaient. Congelé dans un supermarché français, à côté de chez lui, dans le Gers. Et donc sa colère, il a piqué une rogne, ça fait le tour des réseaux sociaux. Et il a retweeté un message, également le même d'ailleurs, pour des produits qui venaient d'Ukraine, du miel, qui était estampillé d'une vieille marque de miel française, mais avec une origine Ukraine et je ne sais où ailleurs. Ou Argentine, c'est ça. Et donc, la mondialisation, finalement, le Mercosur, commençons à en parler un petit peu, est-ce qu'il va changer grand-chose? Puisque déjà, on le constate avec ces affaires-là, déjà on a des produits qui viennent de partout. Je me souviens du mouton qui vient de Nouvelle-Zélande, par exemple, depuis très longtemps, déjà maintenant. Voilà. Alors, qu'est-ce que finalement ça changerait? Alors, toute cette perte de souveraineté alimentaire, elle est décrite dans un rapport récent du ministère de l'Agriculture et pour autant, on ne fait rien. Ce qu'il faut quand même savoir, que ce rapport dit qu'aujourd'hui, on dépend des importations en moyenne, toute production alimentaire confondue, à hauteur de 76%. Ça veut dire que notre souveraineté alimentaire, on l'a perdue. Ça veut dire que, pardon, mais dans les produits alimentaires qui sont consommés par les Français, on a 76%, 3 sur 4, en valeur, c'est ça? En valeur. Qui viennent d'importation. C'est effrayant. 76% français et donc un quart d'importation. Ah, d'accord. C'est l'inverse. Bon. Et pourquoi en est-on arrivé là? Parce que justement, on a une politique qui a été mise en place en faveur des industriels. Quand on a fait cette politique agricole commune en 92, qu'on a dit aux Français et aux Européens de produire à des prix mondiaux, ça a été tout bénef pour l'industrie agroalimentaire qui a pu continuer à s'approvisionner à pas cher et en même temps se développer ailleurs. Et aujourd'hui, ce qu'on observe, et c'est ce qu'on dénonce au niveau de la coordination rurale, c'est que l'on a beaucoup de multinationales qui peuvent exporter dans leurs filiales pas chères et importer à partir de ces filiales plus chères. Ils délocalisent ainsi leurs résultats. Donc, on a une France qui perd en compétitivité. Et pour cela, il nous faut plus de contrôle des importations. Et c'est ce que n'est pas capable de faire notre gouvernement. Quand on était en train de bloquer la frontière espagnole, je disais à la ministre Annie Genevard, emmenez les contrôleurs de la DGCCRF ouvrir les camions. Qu'on dise la vérité aux consommateurs. Jusqu'où va-t-on aller? Jusqu'où va-t-on sacrifier l'agriculture? Le Mercosur,
il faut quand même savoir que si demain il est acté et que cette viande bovine, si on ne parle que de la viande bovine, elle pourrait essentiellement venir en France. Pourquoi ? Parce que autant on est exportateur net en animaux vifs, parce qu'on exporte du vif, on a une balance commerciale positive d'1,6 milliard. Donc des moutons ou des bovins vifs, des jeunes veaux vivants qui sont engraissés ailleurs, en Italie. Tout à fait, ils vont à l'engrais ailleurs. Et on importe de la viande. Et là, au niveau de la viande, on a une balance commerciale qui est presque déficitaire d'1 milliard d'euros. Donc, ce volume qui nous fait défaut aujourd'hui, c'est pratiquement l'équivalent du nouveau contingent qui viendrait du Mercosur. Donc, pourquoi l'Europe ne se dirait pas, finalement, ceux qui en ont le plus besoin, ce sont les Français. Sauf qu'ils oublient que les Français ne veulent pas du Mercosur. Et on n'entend pas pour autant Emmanuel Macron ou Michel Barnier, et les uns après les autres, on ne sait pas si on entendra François Bayrou, mais la logique aurait voulu qu'il s'exprime en disant « Ok, si le Mercosur y passe, tout, mais pas chez nous. Que ceux qui le veulent prennent chez eux la marchandise. » Parce que les conséquences, ça sera quoi ? Ça sera la fermeture d'exploitations qui produisent des animaux essentiellement, du bovin, de la volaille et autres, mais pas que. Parce qu'à terme, les abattoirs qui seront moins alimentés vont aussi fermer. En 10 ans, entre 2010 et 2020, on a perdu un tiers de nos abattoirs. On perd un abattoir chaque mois. Donc demain, avec ces gros faiseurs de la viande d'Amérique du Sud, donc JBS, Tyson Foods, Cargill, Marfrig, Brésil, qui représentent 70% du marché mondial de la viande bovine, s'ils pénètrent le continent européen, ils finiront par acquérir nos abattoirs. Ils fermeront les moins performants, ils ne garderont que les plus récents, les plus performants, ce qui veut dire que des élevages comme le mien qui produisons du lait, nos vaches de réforme n'auront plus d'abattoirs. Donc les vieilles vaches. Les vieilles vaches. Pour ce qui est des agriculteurs qui sont en circuit court, ils ne vont pas faire 100, 200 km pour trouver un abattoir. Donc on va mettre encore plus par terre toute notre filière animale. Mais ce n'est pas tout. Parce que d'un point de vue végétal, on a aussi affaire à ce qu'on appelle les ABCD. Donc c'est Bunge, c'est Cargill, c'est Dreyfus. Et eux aussi, ils contrôlent 70% du végétal au niveau mondial. Donc on a une agriculture française, européenne, qui se laisse menacer par la signature de tels accords. Et donc, on doit dire non, parce que nos politiques considèrent que finalement, dans la balance, à partir du moment où le solde pourrait être positif grâce à des voitures ou à de la chimie ou de la cosmétique ou autre, ça leur convient. Sauf qu'on ne mange pas des voitures, on ne mange pas du nickel, et l'alimentaire, c'est primordial. Donc pour nous, sortir l'agriculture des accords de l'Organisation mondiale du commerce, donc de l'OMC, c'est primordial, c'est l'exception agriculturelle. Alors, ce que vous nous dites, c'est incroyable, c'est que finalement, les agriculteurs, les 400 000 agriculteurs français font face à des entreprises mondialisées extrêmement puissantes, celles que vous avez citées, qui s'appuient en plus sur la politique de l'Europe et sur le Mercosur pour imposer leurs produits aux producteurs français. Tout à fait. Et certains vous diraient, oui, mais ça va bénéficier à des secteurs comme le secteur laitier. Ce qui est totalement faux, puisque on prend les grands faiseurs du lait, c'est Lactalis. Lactalis, présent dans 51 pays, est aussi présent au Brésil. Au Brésil, dans chacune des fermes qu'il collecte 100 litres par jour par ferme. Une ferme comme la mienne, c'est 1000 litres. Beaucoup de fermes, c'est 2000 litres par jour. Donc imaginez le potentiel d'augmentation de production dans ces pays d'Amérique du Sud. Ce qui veut dire que Lactalis pourra y développer sa production, sa transformation et ses exports. Et peut-être que ce qu'on croyait comme étant des exports qui viendraient de l'Europe, voire de la France, vers là-bas, seront plutôt dans le sens inverse. Il suffit de se rappeler l'événement récent où Lactalis abandonnait encore des producteurs.
Donc voilà les craintes de cette mondialisation où finalement ce sont les multinationales qui font leur business en s'installant là où elles feront le profit maximum et nous on ne dit rien. Oui, on voit très bien, en vous écoutant, le rouleau compresseur de la mondialisation face à des agriculteurs qui finalement pèsent presque rien indépendamment, pris indépendamment, face à ces énormes business, quoi. Tout à fait. Et puis, c'est pas nouveau. Hein. Les accords de libre-échange se sont multipliés depuis le début de l'année entre le Kenya, le Chili, la Nouvelle-Zélande. Et nous, ce qu'on dit, à un moment où on nous parle tellement d'environnement, quel sens ont encore ces accords de libre-échange ? Si on prend la Nouvelle-Zélande, les accords prévoient que 15 000 tonnes de produits laitiers pourraient venir de Nouvelle-Zélande vers l'Europe. Les accords avec le CETA, avec le Canada, c'est 15 000 tonnes de produits laitiers qui partiraient d'Europe vers le Canada. C'est un non-sens. Qui peut comprendre ça ? C'est absolument aberrant. Comme si moi, agricultrice, je produisais de la viande, je la mets d'abord dans mon congèle, finalement je la vends pour aller en racheter ailleurs. Je l'ai produite, j'ai rempli mon congélateur, je vais la consommer. J'ai pas besoin de faire le tour du monde. Un cercle pour engraisser toute une chaîne. C'est effarant. Alors, le Mercosur, puisqu'on en parle, ça va encore élargir tout ça. Il a été avalisé par Ursula von der Leyen. Est-ce que le combat est perdu et sinon, comment est-ce qu'on peut encore agir sur ce rouleau compresseur ? Parce qu'il y a aussi, derrière le rouleau compresseur économique de la mondialisation, un rouleau compresseur administratif et institutionnel qui passe par l'Europe. Alors, aucun combat n'est perdu d'avance, hein, même si ça va être compliqué. Autant Marc Fesneau, ancien ministre de l'Agriculture, n'a rien fait. On ne l'a pas vu au combat, on ne l'a pas vu au contact de ses homologues européens. Annie Genevard, elle, je pense, a fait une partie du travail. Elle est allée au contact des Polonais, de l'Italie, des Autrichiens. Elle rassemble déjà avec 3 pays 32,5% de la population européenne. Donc il nous manque un pays pour justement avoir cette minorité de blocage et espérer faire en sorte que Ursula von der Leyen recule un peu. Mais est-ce que reculer veut dire abandonner ou gagner encore un an pour nous autres ? Non, c'est pas suffisant. Il faut qu'on aille bien au-delà. Il faut que nos députés européens aient le courage de dire que l'agriculture doit être soustraite de tous ces accords de libre-échange. L'agriculture, c'est à part. L'agroalimentaire, c'est à part. Parce que quand on rentre dans ce type d'échange, qu'on inonde notre continent à partir de matières qu'on est capable de produire, alors nous, on va déverser nos surplus ailleurs, et notamment en Afrique. Donc on n'aidera jamais ces agricultures à se développer. Je comprends. Et donc, que peut faire la France, hein, puisque finalement, Emmanuel Macron était favorable à ce Mercosur, il a changé d'avis apparemment en cours de route. Aujourd'hui, le seul espoir, donc, on dépend complètement de la capacité de la France à convaincre un autre pays pour éventuellement bloquer en partie. Est-ce que finalement, c'est pas une démonstration que l'Europe écrase ce secteur, hein, depuis le temps qu'il y a une politique agricole commune qui devait sauver l'agriculture? On n'a pas l'impression que ce soit tout à fait le résultat soit tout à fait au rendez-vous. Alors la coordination rurale peut être fière d'être née à un moment où il s'agissait de réécrire la politique agricole commune, donc dans les années 90-92. Aujourd'hui, elle a raison. Cette politique ne pouvait rien avoir de commun à partir du moment où les normes, qu'elles soient fiscales, sociales, environnementales ou même liées à la possibilité d'utiliser des produits de soins de nos plantes ou de nos animaux, il n'y a aucune uniformisation. Donc forcément que ça ne peut pas marcher. Alors, vous dites qu'il faut sortir l'agriculture donc des deals européens. Est-ce qu'il y a des pays européens déjà qui l'ont fait ou qui ont sorti comme ça? Alors, on le sait pour l'énergie, c'est le cas pour l'énergie, par exemple. L'Espagne a sorti son... Mais pour l'agriculture, est-ce qu'il y a des pays qui... Alors, pour le moment, la plupart des... En agriculture, pour le moment, la plupart des pays dépendent encore de l'OMC, de l'Organisation mondiale du commerce. Mais personne ne respecte l'OMC. Qu'il s'agisse du Brésil, des Américains, des Chinois, ils sont contrebalance.
Et là où nos politiques européens ne voient pas suffisamment le danger, c'est que en signant des accords comme ceux avec le Mercosur, c'est doublement risqué, puisque le Brésil fait aussi partie des BRICS, donc Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, qui, eux, sont prêts à créer une nouvelle monnaie, qui sont prêts à contractualiser au niveau des céréales directement, sans passer par d'intermédiaires. Ça veut dire que on va se retrouver écrasé entre une puissance américaine, Amérique du Nord, et les BRICS, mais nous, l'Europe, on ne pèsera plus. Et quand on voit qu'au niveau des BRICS, plusieurs autres pays sont en train de frapper à leur porte, je pense qu'il est temps de se dire qu'il faut protéger l'agriculture. Mais vous pensez que ça doit être une protection européenne, parce que vous avez l'air d'en douter, ou une protection française? Elle ne peut pas être que française. Sortir l'agriculture de tous ces accords, c'est déjà à minima au niveau européen. Au niveau mondial, ça serait encore mieux, puisque nos produits agricoles et agroalimentaires ne doivent répondre qu'à une demande. Bien évidemment que si un pays veut du cognac, eh ben, il achètera le cognac. S'ils veulent nos produits, nos fromages de qualité, ils les achèteront. Par contre, acheter des produits basiques qu'ils sont capables de faire, ça n'a aucun intérêt. Et c'est là que la définition de la souveraineté alimentaire devrait être beaucoup plus cohérente. Quand on a pu la lire dans le cadre de la loi d'orientation agricole, elle disait: assurer la sécurité alimentaire de la population à partir de la France et de l'Europe, tout en respectant les accords internationaux. Enfin, c'est tout et en même temps. Donc, c'est rien. Donc, finalement, quand on nous a promis en début d'année de protéger l'agriculture, eh ben, on est très, très loin du compte. On fait tout l'inverse. Ouais, on le voit bien. Alors, il y a un problème de marge, hein, vous en avez parlé tout à l'heure. Vous ne luttez pas seulement contre l'Union européenne et les acteurs mondiaux. Il y a aussi, vous dites, qu'il est inacceptable que seulement 9% du prix d'un caddie alimentaire revienne aux agriculteurs français. Je n'ai pas ce chiffre en tête. 9%, c'est-à-dire vraiment une obole, qui s'engraisse au passage, et comment faire pour que les agriculteurs, d'après vous, récupèrent une partie de la valeur de leurs produits, puisque au final, le consommateur, lui, il les paye, les produits, en plein pot. Alors, ce qu'on doit regarder en plus, c'est pas seulement la valeur qui revient aux agriculteurs, c'est aussi la part liée aux produits d'importation dans un caddie, qui aujourd'hui représente 30%. 30%, dont la moitié sont des produits dont on ne produit pas sur le territoire. Donc finalement... Vous parlez que des produits alimentaires. Hein. Que des produits donc alimentaires. Végétaux, viande, etc. Viande, tout ce qu'on peut avoir besoin au quotidien. Donc, en gros, aujourd'hui... qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, écoutez, nous, dans nos propositions, il y a déjà une loi de moralisation des coopératives. Les coopératives sont l'outil idéal créé par la profession pour la profession. Mais avec le développement qu'elles ont eu, un développement à l'international, un développement sous le même format que les multinationales, elles ont fait des holdings. Ce sont les holdings qui aujourd'hui possèdent les filiales privées. Du coup, les filiales privées déversent leurs dividendes, les bénéfices au niveau de la holding, et très peu ou trop peu revient aux agriculteurs. Donc la première chose à faire, c'est déjà une loi sur les coopératives pour faire en sorte que nos outils travaillent enfin pour nous et qu'on n'ait plus le phénomène qu'on peut observer par le biais de holding. C'est le cas de certaines coopératives, hein, je crois, celle d'Isigny par exemple. Alors des petites coopératives... Voilà. Travaillent davantage au service des agriculteurs. C'est pour ça que pour nous, le modèle coopératif, c'est un modèle idéal, mais pas un modèle avec un fonctionnement sous forme de holding. Je peux prendre Océol, qui est la holding de Vivadour, Maïsadour et les coopératives du Sud-Ouest, qui en théorie a contractualisé avec nos producteurs du Sud-Ouest pour un maïs 100% Sud-Ouest non OGM pour alimenter Vertex, donc des biocarburants.
Sauf qu'ils ont trouvé le moyen de s'approvisionner en Ukraine à beaucoup moins cher. Si bien qu'on n'a pas acheté les céréales de nos producteurs et finalement, on arrive à bidouiller, quoi. Et ça, c'est pas possible parce que ce sont des décisions qui sont prises contre les coopérateurs. Et finalement, le système, il est carrément à revoir. Donc déjà, au niveau des coopératives, ramener à un système beaucoup plus rationnel au service des agriculteurs et ensuite ce contrôle des multinationales par le biais d'un contrôle de Bercy pour éviter que par des prix de transfert, elles ne délocalisent leurs résultats en dehors de la France. Et là, il faut juste avoir en tête nos multinationales françaises investissent plus de 65 milliards d'euros à l'étranger, tandis que les entreprises internationales, étrangères, n'investissent en France que entre 12 et 14 milliards. Donc on voit bien que nos entreprises françaises ont un potentiel. Si elles ont le potentiel d'investir, elles ont bien le potentiel de nous payer. Donc c'est un vrai combat. Avant d'aller chercher des aides, on doit récupérer les prix et notre part de valeur pour justement que notre secteur survive. Alors ces grandes entreprises que vous accusez, elles s'appellent comment? Il faut citer des noms. Oh ben écoutez, je pourrais citer Lactalis, je peux citer LDC, qui est un peu, qui est le numéro 1 de la volaille. En ayant réalisé une cartographie de LDC, vous pouvez en fait prendre n'importe quel intermédiaire. Vous aurez un des dirigeants qui sera de toute manière mandataire dans Société LDC. Donc finalement, c'est comme un oligopole. Donc moi, je me souviens être allée à une réunion avec les producteurs de volailles où un des grands dirigeants devait venir, mais il n'est jamais venu. Et mon rôle était de récupérer par SMS les questions des uns et des autres pour ne pas exposer nos agriculteurs demain à des représailles, style un mauvais lot de poussins, un mauvais lot d'aliments ou... Donc voilà des façons de faire qui mettent à plat notre agriculture et qui montrent à quel point nous sommes arrivés sous dominance et on veut nous écraser. Mais on ne se laissera pas faire. Ouais, on a vraiment, en vous écoutant, l'impression de pratique léonine, ce qu'on appelle léonine, c'est-à-dire de la loi du plus fort qui s'impose aux petits producteurs, quoi. C'est ça. Et c'est à cause de tout ça qu'aujourd'hui, la France, elle a largement perdu sa souveraineté rien qu'en production de volailles, par exemple. Alors même que si on prend la Bretagne, d'où je suis issue, si tous les poulaillers abandonnés étaient chargés, eh bien, nous aurions cette capacité d'avoir une autonomie à 100%. Donc, quelque part... ils ont considéré, ces industriels, qu'à partir du moment où un agriculteur avait ses bâtiments, son outil de production payé, il devait produire moins cher. Non mais toutes ces entreprises-là, et y compris la distribution, ont leurs bâtiments qui sont mis dans des SCI, si bien que l'amortissement, il dure toute la carrière. Et c'est peut-être un défaut de la production agricole, de la profession, justement, de n'avoir pas exclu nos bâtiments pour garder cette charge. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne se fierait pas à des moyennes, et des moyennes qui ne parlent à personne, parce que nos jeunes sont carrément lésés. Si vous prenez en 20 ans, la place pour loger une vache ou un cochon, ça a été multiplié par 4 à 5 en 20 ans. Donc comment vous faites pour installer des jeunes, pour leur dire d'investir, de renouveler ces outils qui sont obsolètes avec des prix identiques ou ayant à peine augmenté? Enfin, c'est juste pas concevable. Et leur faire croire qu'en produisant plus, en augmentant les volumes, ils vont s'en sortir, c'est juste les asservir davantage et les faire travailler au profit de l'industrie agroalimentaire. Oui, on voit bien que les marges échappent complètement aux agriculteurs français, c'est terrible. Alors il y a un autre handicap dont vous parlez très souvent, ce sont les normes, l'administration. Et alors selon Céline Imar, qui est elle-même agricultrice et élue LR à Strasbourg, au Parlement européen, Bruxelles veut que la pente de la rampe de chargement dans les camions soit de 20 degrés maximum pour les porcs et 26 degrés et 35 minutes pour les brebis. Voilà, donc ça, on rentre dans les normes complètement
absolument effrayante de l'Europe pour tout ce qui concerne l'agriculture. Là-dessus, vous pensez qu'un retour est possible ou est-ce que vraiment ça fait partie de l'identité de l'Europe ? Je pense qu'on est parti dans des normes idéologiques plutôt que d'être dans du pragmatisme. Ces gens-là, on devrait les mettre en stage d'abord dans 1 mois dans une ferme et leur dire maintenant vous allez décider. Vous allez travailler au quotidien avec nous et vous allez comprendre. Vous allez comprendre qu'on travaille avec le climat, qu'on travaille avec des animaux, avec du vivant, et que on est soumis à tellement de variables qui peuvent être climatiques, sanitaires, géopolitiques. Mais c'est insensé de passer son temps à justifier leur travail alors qu'ils auraient beaucoup mieux à faire. Il suffit de regarder, je crois que c'était dans les années 80 où on était 1,2 million d'agriculteurs en France et on devait avoir en France 18 000 fonctionnaires dépendants de l'agriculture. Aujourd'hui, on a plus du double de fonctionnaires et on n'a plus que 400 000 fermes. Effrayant. Mais ils font quoi ? Les fonctionnaires ont été multipliés par 2 et les agriculteurs divisés par 3. Mais ils font quoi ? C'est comme quand on nous parle de l'Office français de la biodiversité. Moi, je veux bien, mais les gendarmes de nos gendarmeries locales font tout aussi bien le travail. On n'a pas besoin de cette police environnementale à nos trousses, sachant que nous autres agriculteurs, on n'a jamais eu l'intention de dégrader l'environnement qui est notre outil de travail. On fait de l'écologie appliquée. C'est notre quotidien. On connaît la nature mieux qu'eux. Et finalement, ils viennent contrôler des choses qu'ils ne maîtrisent même pas. Oui, la présence de haies, de ruisseaux accessibles ou pas aux troupeaux. Un agriculteur de Vendée me racontait dernièrement, il était contrôlé quelques jours avant le versement des aides compensatoires de la PAC et le contrôleur venait contrôler ses haies. Et donc, elles étaient mal taillées et c'était pas bien. Donc, il dit, on va aller chez le voisin. Il dit, est-ce que ça, c'est bien ? Il dit, oui. Il dit, donc, le paysan lui dit, comptez les nids. Il y avait 3 nids. Sur le même linéaire, il retourne chez l'agriculteur contrôlé et il compte 32 nids. Et donc, le contrôleur, il met RAS et il part. La preuve en est que l'agriculture, elle n'est pas écrite dans des livres. L'agriculture, c'est du concret, l'agriculture, c'est de la vie, c'est du vivant. Et ce sont des agriculteurs qui travaillent en observant. Eux n'ont pas ce sens de l'observation. Ils quittent, ils prennent des formulaires, des arrêtés, et puis après, ils vont en campagne. Mais il n'y a que dans les livres qu'on voit ça. Ils appliquent des normes. Et alors, ce qui est encore plus fou, c'est que les agriculteurs des pays voisins, vos concurrents, n'ont pas ces normes. Eh bien, pas au même degré que nous. Et même si on sait que c'est pas soutenable pour eux non plus, on a tous nos problèmes. Dans tous les cas, on est confronté à cette concurrence qui vient de l'extérieur et c'est certainement ça qui est le plus pénible et on voudrait une Europe harmonisée mais avec des pays de l'Est qui n'ont pas démarré au même stade que les pays d'Europe de l'Ouest et aujourd'hui le compromis il est difficile mais dans tous les cas on ne retrouve même plus la préférence communautaire c'est comme si l'Europe avait eu un début de construction, on a mis les fondations et on s'est arrêté là. Alors, vous avez en plus de cette technocratie européenne sur le dos toute une idéologie écologiste, et notamment la plus visible, c'est peut-être celle qui touche le loup, et on voit régulièrement des carcasses de moutons horriblement mutilées par des loups. C'est des traumatismes pour les éleveurs, pour les enfants, mais ça fait partie d'une idéologie qu'on a du mal à combattre au niveau européen apparemment. Alors pour la coordination rurale, le loup c'est un nuisible. Donc même si on nous parle de déclassement, que ça mettra peut-être quelques mois encore avant de l'obtenir, dans tous les cas, c'est pas normal de faire le choix du loup avant celui de nos troupeaux qui servent à nourrir la population.
c'est pas normal d'entendre un agriculteur qui me disait récemment que son chien a été attaqué par un loup. Il l'a emmené chez le vétérinaire et le chien a été prélevé ou enlevé par les services de l'Office français de la biodiversité. Donc, c'est comme s'il y avait cette volonté de dissimuler et de cacher la vérité. Mais il y a un dicton qui est bien connu, qui va à la chasse perd sa place. Quand le loup aura pris la place dans nos campagnes, nos élevages, on ne les remettra pas en place. C'est pas... on fermera les chemins de randonnée et puis... mais pendant combien de temps on va accepter tout ça ? C'est toujours pour rester dans la continuité de ce côté vert de l'Europe, hein, libéral et vert en même temps. Hein, mais on parle de Green Deal, on fixe des objectifs de diminuer de 50% les produits phytosanitaires à échéance 2030. Oui, mais 50% de combien ? Si je prends les Pays-Bas, qui aujourd'hui utilisent en moyenne 12,7 kg par hectare, même en descendant de 50%, ils seront à 6 kg. Mais nous, en France, on n'est qu'à 3 kg. Pourquoi on aurait besoin de faire le même effort qu'eux ? Mais qu'est-ce qui est logique ? On veut nous priver de la capacité de sauver nos productions. Et ça, certains voudraient nous le reprocher. Enfin, on peut quand même pas accepter de perdre des productions comme on a déjà perdu. On produisait avant nos semences de raies-gras, de trèfle dans les régions centre de la France. Tout ça, ça a été perdu au profit d'autres pays d'Europe de l'Est. Donc, et interdit, je crois. C'est ça, interdit, tout à fait. La noisette, aujourd'hui, elle est importée pour 90% de la consommation française. Eh bien, si on appliquait le droit européen, on appliquerait la clause de sauvegarde, puisque les noisettes sont produites avec un traitement qui est interdit ou qui veulent interdire chez nous. Donc finalement... C'est pareil pour les cerises, je crois. On a connu les cerises, la clause de sauvegarde a été appliquée et finalement les cerises traitées au diméthoate n'ont pas pu continuer à rentrer chez nous, ce qui est juste logique. C'est comme quand on regarde les lentilles ou d'autres produits qui viennent du Canada avec ce qu'on appelle les limites maximales de résidus qui sont 100 fois supérieures à ce qu'on chercherait dans nos produits à nous. Tout ça pour que ces produits puissent rentrer, comme si on ne faisait pas confiance aux agriculteurs, on n'avait pas la volonté de les laisser produire. Alors le résultat de cette offensive technocratique et écologiste sur l'agriculture, c'est un suicide par jour, et le témoignage assez poignant de cette femme qu'on a vu aussi à la télévision et sur les réseaux sociaux. J'ai dit aux enfants, papa est mort, il est mort au combat pour nourrir les Français. C'était Audrey, une éleveuse de vaches et de chèvres. Ça continue. C'est un métier terriblement dur. C'est la triste réalité et qui malheureusement peut toucher des agriculteurs aussi costauds soient-ils, aussi forts soient-ils, parce que on a ce côté où on garde tout pour soi. Et c'est vrai que c'est devenu invivable. Et à un moment, on se pose des questions à juste titre, mais comme on ne voit pas de réponse, et puis comme si finalement c'était rien. Donc parfois, malheureusement, on perd beaucoup trop d'agriculteurs. C'est juste pas possible. Alors on est à la veille de Noël, les Français se demandent ce qu'ils peuvent faire pour aider les agriculteurs, parce que vous avez quand même cet atout que vous êtes une profession adorée des Français, quand même. Et il n'y en a pas tant que ça. Et ce qu'ils peuvent faire pour les agriculteurs, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Ils peuvent regarder sur les étiquettes si le produit est français. Eh bien, tout à fait. Déjà, essayer d'interpeller même les distributeurs chez qui ils font leurs courses, parce que c'est l'addition de toutes ces remarques, ces revendications qui viennent des consommateurs qui, demain, pourront faire changer les choses. Nous autres, on fait notre part pour les informer, pour ouvrir les camions, pour qu'ils se rendent compte justement de ce manque de transparence. On a eu des contrôles de la DGCCRF, donc la répression des fraudes en début d'année, dans le cadre de la loi Egalim, qui était censée nous apporter des prix couvrant nos coûts de production.
Ces contrôles ont montré pour 1000 contrôles 372 défaillances chez les distributeurs avec des problèmes de francisation. Et on est convaincu... 1 sur 3 quand même. 1 sur 3. Et donc, ce type de contrôle peut aussi être réalisé chez les industriels qui font de la transformation pour justement faire en sorte que nos marchandises, plutôt que d'être exportées sans être transformées, et avant de revenir d'ailleurs transformées avec des normes qui ne sont pas les nôtres, ça, il faut que ça cesse, quoi. On ne peut pas, nous, s'alimenter avec des produits qui viennent d'ailleurs et alors qu'on nous aura imposé les normes les plus strictes. Enfin, on ne peut pas produire avec des normes françaises, avec des charges françaises pour vendre à un prix mondial. Ouais, peut-être que ceux qui vont compter les nids dans vos haies pourraient se reconvertir et contrôler plutôt les industriels ou les camions qui arrivent. Ah ben ça, c'est clair. Tout à fait. Non, mais je pense qu'il y a beaucoup de marge pour faire en sorte que on ait un meilleur équilibre. Dans tous les cas, les agriculteurs, ce qu'on entend dans nos campagnes, c'est mais combien de personnes vivent sur notre dos ? Et tout ça, tout le monde en est conscient. Certains vont dire bon, on n'a pas de retraite parce qu'on n'a pas cotisé, parce qu'on n'a pas gagné. Il n'empêche qu'on a payé les retraites et la couverture sociale de tout le para-agricole que l'on fait vivre autour de nous, qu'il s'agisse de l'amont ou de l'aval. Dans tous les cas, nos factures, on les paye. Et autant on ne fixe pas nos prix de vente, eh bien on ne fixe pas non plus le prix de nos achats. Et ça, il y a une inflation qui est terrible. Merci Véronique Le Floch. On vous souhaite un bon Noël à vous et à tous les agriculteurs français. Merci à vous qui nous avez suivis. Allez visiter notre site bvoltaire.fr. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et à Boulevard Voltaire, le grand quotidien de la France droite. C'est indispensable et c'est gratuit. Soutenez notre combat, c'est important. Vous trouverez toutes les modalités de soutien sur notre site. Et on se retrouve la semaine prochaine avec un prochain grand entretien.